Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land. Dans le journal de ce vendredi 8 mai, nous vous éclairerons sur la visite d'Alain Vidalies, le secrétaire d'État chargé des transports et de la pêche. La semaine dernière, à Cap-Breton puis à Osgore, il a rencontré les différents représentants de la pêche et de l'ostréiculture. Avec les politiques régionaux et locaux, des solutions doivent être apportées aux enjeux de ces activités. Nous suivrons ensuite les échassiers landais qui se sont fixés un défi sportif dans le Seignan. Puis, nous irons à Dax, où pendant les rencontres à lire, une association partage l'expérience de l'édition parallèle et propose de fabriquer des livres. Mathieu Moustache était en spectacle à la salle Rouchéou de Souston, et vous verrez, ça vaut le détour. Nous terminerons ce journal par la série Beau Travail. Aujourd'hui, c'est Cyril Poissonnier qui vous parlera de son métier. Je vous l'annonçais dans les titres, le secrétaire d'État chargé des transports et de la pêche était en visite sur les côtes landaises la semaine dernière. Les échanges avec les représentants des pêcheurs à Cap-Breton concernaient le renforcement des contrôles dans les zones de pêche, la politique européenne des quotas et le financement de l'activité par l'Europe. Un peu plus tard, pendant la visite du marché, nous avons souhaité en savoir un peu plus. Les pêcheurs espagnols qui se trouvent en dehors de leur zone de pêche devraient voir les contrôles renforcés prochainement. C'est en tout cas une des nécessités affirmées par Alain Vidalies après la table ronde avec les représentants de la pêche maritime en Aquitaine. Les échanges à la capitainerie de Cap-Breton accompagnent les négociations au niveau européen pour que chacun puisse y trouver son compte. La politique commune de la pêche, c'est une manière intelligente de partager les ressources et que le rendement maximum durable, c'est-à-dire cette idée qu'il faut arriver d'ici 2020 à une pêche où au fond ce que l'on prélèvera chaque année ne viendra pas obérer le stock et donc préservera la nature, la biodiversité, mais aussi la ressource pour les professionnels de demain. C'est une idée qui l'emporte sur, je dirais, les conflits d'intérêts qui au jour le jour peuvent intervenir. Les pêcheurs ont ici exprimé un souhait que je partage sur la question des quotas, et notamment de passer d'une négociation annuelle et de quotas annuels à des quotas pluriannuels, ce qui est une demande que la France soutient. J'ai d'ailleurs bon espoir, me semble-t-il, que assez rapidement, le plus rapidement possible, on puisse modifier les pratiques au niveau européen. Les quotas sont ce que les pêcheurs ont le droit de prélever dans l'océan. Une fois un quota rempli, la pêche de l'espèce est interdite par l'Europe. Allier la préservation de l'environnement aux contraintes économiques nécessite parfois d'être conciliant. Je serai pour la politique de compromis, certaines personnes ne le sont pas, donc c'est beaucoup d'enjeux économiques, sûrement politiques, et d'autres ont plus de poids politique que nous. Mais bon, on va essayer d'être des adultes et puis on va essayer de s'arranger. Si on veut qu'il y ait un dialogue constructif, notamment entre l'État, les pêcheurs, mais aussi l'Europe, il faut qu'on ait des comités des pêches, un comité national, des comités régionaux qui soient représentatifs parce que c'est très important pour le gouvernement, pour l'État, de pouvoir avoir ces interlocuteurs qui sont des professionnels et les porte-parole de la profession. Et c'est ce message plutôt de coordination, de cohérence que j'ai rappelé parce que c'est vrai qu'ici ou là, jour après jour, il y a tel ou tel mode de pêche pratiqué dans telle ou telle région qui déplaît dans une autre. Mais je crois qu'il faut qu'on ait la capacité de surmonter tout ça. Ce qu'il va faire, j'espère qu'il va le faire. Ce qu'il a dit, j'espère qu'il va l'appliquer. Après, on est bien sûr qu'on est content pour Cap-Breton. C'est quand même une petite cité marine. On 19 bateaux de pêche. C'est vrai qu'on parle toujours de la Bretagne, mais aussi en Aquitaine. Il y a une activité de pêche qui existe sur Arcachon, Cap-Breton, Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, Andaille. Une petite flottille à Bayonne, donc on est quand même avec un littoral assez important et on est content qu'il se soit déplacé pour nous écouter. Ça fait 3 mois qu'il devait venir, il est là aujourd'hui et je l'en remercie. Le secrétaire d'État a rappelé le franchissement essentiel de 2 étapes dans le financement de la pêche. La répartition entre les régions et l'État du FEAMP, le Fonds européen pour la pêche, avec notamment le montant accordé à chaque région. En Aquitaine, pour la période de 2014 à 2020, la pêche se voit offrir un budget de 9 500 000 €, ce qui représente un peu plus d'1 300 000 € par an. Des projets exclusivement locaux ont également été abordés avec celui que l'on nommait anciennement ministre du Transport et de la Pêche. Parmi eux, celui du désensablement du lac d'Osgore par le CIVOM, avec comme enjeu la préservation de l'activité ostréicole. La présentation du CIVOM sur l'état du lac d'Osgore et les travaux envisagés a fait gagner un pas de plus vers la réalisation du projet.
un phénomène naturel dont on connaît l'explication, qui ne peut se traiter que par des opérations qui sont des opérations d'envergure. Le CIVOM aussi ici a déposé un dossier, donc j'ai confirmé que dans le cadre du contrat de plan État-région qui serait signé d'ici la fin du mois de juin, l'État sera au rendez-vous pour participer au financement de cette opération. Une bonne nouvelle qui n'a pas empêché Olivier Laban, le représentant régional des ostréiculteurs, de rappeler l'importance d'être concerté. On parle bien sûr de toute l'activité plaisance qui s'y trouve, de l'intérêt pour le port, ce que je comprends. Le désensablement du lac a une forte importance pour la valeur de production, de productivité que peuvent avoir les parcs. Il est clair que l'accélération du courant dans le lac favorisera la culture de l'huître au sein du lac. Et puis je vous l'avais dit lors des premiers groupes de travail qui s'étaient constitués autour de ce projet, il faudra mesurer toute l'importance de la mise en suspension de ces sédiments sur l'impact que pourrait avoir sur notre village. Direction Osgore donc, pour une nouvelle concertation entre les ostréiculteurs et les représentants politiques. Les échéances se précisent. Pour le désensablement, nous sommes dans la partie encore administrative et définition technique des travaux. Et l'échéance qu'on a fixée, c'est toujours en octobre-novembre 2016 pour le début des travaux. Autre problème à résoudre, le déversement accidentel d'eau polluée dans le lac qui hypothèque parfois la vente des huîtres. Nous sommes venus parler avec les ostréiculteurs pour mettre en place une méthode de travail et des travaux d'urgence pour pallier ces difficultés. Méthode qui consiste à faire un diagnostic des lieux, un diagnostic conchicole spécifique à cette activité et pour voir ensuite, après avoir identifié les causes des difficultés, les réponses à y apporter qui sont essentiellement du traitement d'un certain nombre d'eau, qu'il s'agisse des eaux alluviales, qu'il s'agisse des eaux de pluie, qu'il s'agisse des eaux d'assainissement. En cas de crise, entre guillemets, que personne ne souhaite, on a la possibilité par forage d'avoir de l'eau de mer à tout l'instant qui est complètement de bonne qualité, avec une salinité suffisante et qui permet de traiter les huîtres dans les bassins lorsqu'on ne peut pas le faire directement avec les eaux du lac. Prenons encore plus de hauteur pour la suite de ce journal avec la première édition du Tour du Seignan en échasse, un défi sportif qui rénove le cliché folklorique des anciens bergers landais. Vendredi, une dizaine de membres des bergers du Seignan ont chaussé leurs échasses pour la première édition du Tour du Seignan, une traversée des 8 communes du territoire en 3 étapes. L'objectif, c'était d'occuper un petit peu tout le territoire du pays de Seignans, effectivement, donc à travers les 8 communes, de pouvoir faire étape par étape, traverser l'ensemble des 8 communes, en faisant des étapes suffisamment longues pour que ce soit quand même un défi sportif, mais pas trop longues non plus pour qu'on puisse élargir la participation au plus grand nombre de la troupe des bergers du Seignan. La troupe compte au total une 50aine d'échassiers, danseurs au sol et musiciens qui assurent les spectacles folkloriques, mais ils sont aussi connus pour être adeptes des défis sportifs. On aime beaucoup les défis. L'année dernière, on a relevé le défi de monter le col d'Ibardine en échasse. Et donc cette année, on s'est donné le défi de faire le tour du Seignans et aussi pour retrouver les anciens échassiers qui ne font plus partie du groupe et pour repasser un peu de temps avec eux et aussi pour préparer les jeunes à faire des futurs projets. Après, c'est aussi de l'adrénaline, de faire des nouvelles choses qu'on ne fait pas d'habitude. À chaque départ d'étape pour les échassiers, le rituel est le même. Chaussettes, guêtres, pansements, bandages, afin d'affronter au mieux les heures passées sur les échasses. Oh, chacun a sa petite technique pour éviter les brûlures. Moi, je pense que c'est la sangle qui fait mal ? Ouais, frottement et aussi le long de l'échasse, cette zone, ouais. Alors on a un choix où pas trop se tenir, pas trop s'attacher pour qu'on ait quand même assez de laisse pour pas que ça frotte trop. On est moins à l'aise après dessus. Donc, surtout quand c'est des courses comme ça. La différence par rapport au sol, c'est les chevilles qui sont bloquées. Autrement, c'est toujours la même chose, c'est toujours le pied qui contrôle tout. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le développé de la cheville. Donc on est obligé de marcher bien souvent avec les jambes cassées et donc afin de développer d'autres muscles, une autre façon de marcher.
Encadrés par des voitures et escortés par des vélos ravitailleurs, les échassiers se sont élancés sur les routes du Seignan, chacun à leur rythme, le but n'étant pas d'arriver en tête, mais de boucler les quelques 55 km et de réussir à enchaîner les 3 étapes. Évidence d'y participer, oui, après de la faire, c'est moins évident. Faut pas croire, donc c'est vrai que la première étape, c'était beaucoup plus déjà géré. Essayer de limiter la casse au niveau musculaire, au niveau frottement, au niveau des sangles, surtout les ampoules aussi, le dos qui ramasse. Donc bon, après avec l'expérience, on gère aussi, donc on commence à connaître un petit peu son corps. Le deuxième jour, ça allait. Je pense qu'il y avait déjà les ampoules qui commençaient à sortir. Et puis bon là, voilà, on a tout lâché sur le dernier jour. Et sur les derniers kilomètres, dimanche après-midi, les plus jeunes bergers du Seignan sont venus grossir la troupe des échassiers jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez. Moi, ça a été un peu dur à cause de la chaleur, mais mon suiveur m'a arrosé 2 fois dans le truc, donc ça a été assez facile. Et pour moi, ça s'est bien passé. Bien que fatigués et soulagés d'avoir passé la ligne d'arrivée, tous sont prêts l'an prochain à repartir pour un tour du Seignan. Sauriez-vous confectionner un livre, dessiner sa couverture, relier les pages entre elles? À Dax, aux rencontres à lire, l'occasion d'apprendre les ficelles de l'édition était trop belle pour être manquée. Inspirée des maisons d'édition argentines, La Marge, une association du Maine-et-Loire, s'est mise à la fabrication de livres quelque peu atypiques, des livres en carton. On appelle ça un atelier d'édition participatif. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme une maison d'édition, on choisit nos auteurs, on choisit les textes qu'on a envie de publier. Par contre, tout l'aspect fabrication et illustration, il est fait collectivement au sein de notre atelier. L'objectif, c'était de fabriquer des livres en carton, de proposer un autre système d'édition et d'ouvrir un local, un lieu de rencontre, d'échange et où on se retrouvait tous autour du livre. J'avais entendu parler dans un documentaire d'Eloïsa Cartonera, qui était une maison d'édition un peu alternative, qui au moment de la crise avait commencé à éditer ses livres elle-même à partir de matériaux de récupération. Et je trouvais le projet super intéressant parce qu'un livre en général il est le fruit d'un travail de plusieurs personnes. La reliure va être faite par une personne, la couverture va être pensée par une autre et donc c'est à chaque fois une petite histoire particulière. Et c'est ce qu'on aime aussi c'est ce qui nous a motivés aussi dans ce projet-là. Des livres uniques par leur couverture peinte à la main lors d'ateliers conviviaux où petits et grands laissent libre cours à leur imagination. L'histoire a été lue par un des enfants au départ. Donc au milieu de tous les enfants, le plus âgé travaille sur le texte pour adultes. C'est l'histoire du joueur de flûte d'Amelin revisité à la sauce punk. Et les plus jeunes travaillent sur l'Hôtel des 100 Pas, un conte de jeunesse. Soit ils retiennent un aspect de la lecture, de l'histoire qui les a marqués, soit c'est vraiment une petite image ou un détail, un truc sur lequel ils vont se focaliser parce que ça les rassure aussi de partir sur quelque chose de solide. Ça les empêche pas au fur et à mesure de rajouter des détails qui n'étaient pas prévus. Et ils se familiarisent aussi avec les accidents justement de la peinture comme ça, parce que la peinture, on sait toujours comment on commence, on ne sait jamais comment ça finit. Il y a des belles surprises parfois. Donc la première phase, c'est la phase de peinture et ensuite on commence la reliure. Il y a différentes méthodes de reliure. Celle qu'on fait avec les enfants, c'est plus une méthode qui est déjà préparée. Le livret est déjà cousu. C'est plus une bande adhésive en fait qu'on va coller avec le papier collé à la couverture. Et pour le plus grand, on peut faire de la reliure, ce qu'on appelle à la chinoise, donc où on perce à la fois la couverture et le texte qui va être pincé. Nous, on rajoute une petite bande de tissu qui est un peu notre marque de fabrique. Et ensuite, on coud en fait. C'est cousu par-dessus et c'est très joli. Voilà. À la fin de l'atelier, tous les enfants ont pu repartir avec leurs livres faits main, car c'est aussi ça, les rencontres à lire. Nous partons maintenant à la rencontre de l'artiste de rue et de scène Mathieu Moustache. Il nous raconte son spectacle dans tous ses états. Vendredi 1er mai, à la salle Rouchéou, Mathieu Moustache proposait de découvrir son premier spectacle intitulé « Dans tous ses états ». Señoras, señoritas y señores, bienvenidos a este gran espectáculo del señor Moustache. J'avais des choses à raconter.
Donc ce premier spectacle, c'était un peu comme si j'ouvrais une malle un coffre à jouer qu'il y aurait dans un grenier, et j'ai sorti tout ce que je savais faire. Donc voilà, c'est une sorte de cabaret de l'absurde. C'est un showman espagnol qui vient présenter son cabaret, donc un cabaret à lui tout seul avec différents numéros. Il y a du jonglage, de la musique live, enfin du piano, un peu de contorsion, du mime, voilà, un peu théâtralisé. J'essaye de trouver comme un angle d'attaque en fait pour chaque discipline plutôt que la présenter juste. Donc dans le jonglage, c'est s'amuser avec la musique, suivre, ça va trop vite, ça va à l'envers, c'est bloqué. Donc j'essaye d'associer les mouvements des massues avec la musique. Et il y a des numéros donc, de détournement d'objets, comme notamment avec les cônes de signalisation, où c'est tout sauf des cônes de signalisation. Et donc le tibétain, c'est vrai que c'est un mélange un peu improbable de contorsion, il est habillé comme un sumo, puisque je suis un peu bâti comme un sumo, donc il fallait assumer la chose. Et ça fait partie des plus anciens numéros. En fait, le personnage, je l'avais trouvé assez tôt, et donc il est là. J'ai commencé par des présentations de spectacles de gala ou comme ça. Donc je faisais des interventions courtes. Et c'est un peu comme ça que j'ai rodé mes numéros. Et ensuite, j'ai eu envie de raconter quelque chose, et j'ai trouvé ce personnage d'Espagnol qui est un étranger, donc ça demande un peu d'attention. Enfin, ça fonctionne bien, surtout en France, puisque l'espagnol et le français ne sont pas très éloignés. Donc voilà, c'était un ensemble de numéros. J'ai cherché l'ordre un moment, il y en a que j'ai enlevé, d'autres que j'ai rajoutés, raccourcis, élargis. Mais je trouve qu'il y a quand même une progression, enfin une évolution, si ce n'est pas une progression, qui, voilà, ça part d'un point et ça va vers quelque chose d'autre. J'espère qu'on peut y voir une poésie. Drôle, musical et poétique, dans tous ses états, en est à sa 5e saison et n'a pas fini d'être joué. J'ai envie de continuer encore. Il y a d'autres spectacles qui existent ou qui sont en train d'arriver, mais celui-là, il fonctionne assez bien. Et puis voilà, je ne suis pas fatigué de le faire, il me plaît encore, je m'amuse encore, je change des petites choses une fois sur l'autre. Et puis maintenant que je le connais bien, je m'amuse vraiment. Enfin, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il passe partout, quoi. Il peut jouer en salle, dehors, et c'est tout public. Dès le début de ce journal, la pêche était à l'honneur. On en profite donc pour continuer notre mini-série de portraits avec le métier de poissonnier. Cyril a 28 ans. Il aime le foie gras, la fête et son métier. Cyril est poissonnier dans la grande distribution. Bien sûr, je vends du poisson, mais d'abord je passe les commandes, je négocie avec les fournisseurs et je fixe les prix. Ensuite, je fais en sorte que ce soit joli. Il faut bien attirer le client. Il faut donc avoir un vrai sens du commerce, être dynamique et connaître ses produits sur le bout des doigts. J'aimerais avoir des crevettes roses. Vous savez, là, les petites bêtes. Les gens pensent qu'on n'est que des vendeurs, mais poissonnier, c'est mon vrai métier. Je conseille les clients sur les temps de cuisson, les recettes et plein d'autres choses. Sans compter que c'est un produit fragile qui demande une réelle expertise et de la dextérité. Il faut être habile, mais pas seulement avec le poisson, avec les clients et les fournisseurs aussi. C'est très varié et c'est ça qui est bien. Après un CAP, Cyril a trouvé sa voie dans la poissonnerie. On recrute près de 1500 poissonniers par an pour un salaire d'embauche à partir de 1750 €. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Et vous avez du poulpe? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Avant de vous laisser, je vous donne quelques idées pour profiter de ce week-end prolongé. Demain matin, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, un marché de producteurs est organisé place de la mairie. Dès aujourd'hui et jusqu'au 18 mai, la galerie municipale Regard en Marassin de Molietz reçoit les artistes Heinrich Jabs pour de la peinture numérique et l'artiste Doudi pour du papier mâché. La galerie vous attend le vendredi et le lundi de 15h à 18h et le week-end à partir de 10h. C'est la fin de cette édition, je vous laisse en compagnie de la météo. On se retrouve lundi 11 mai pour revenir sur les commémorations qui ont lieu aujourd'hui dans tout le département. Je vous souhaite à tous un agréable week-end.